J'avais l'impression de ne pas être profondément heureuse dans ce métier-là parce que c'est un métier extrêmement stressant et très orienté intellectuel. Alors, au fur et à mesure, je me disais, même moi, j'aurais tellement aimé faire un métier plus humain, en fait. Et donc, après quelques années, 3 ans d'avocat, je me suis dit, voilà, en fait, j'ai raté ma vie parce que j'ai mal choisi mes études et maintenant, c'est trop tard, quoi. J'ai déjà 13 ans de diplôme universitaire parce que j'avais aussi fait une spécialisation. Et donc, je me dis, voilà, j'ai complètement foiré le truc, j'ai foiré mes choix. Et en fait, moi, je suis pas faite pour ce métier-là, mais maintenant, c'est trop tard. Ça m'avait toujours apporté énormément d'écrire. Eh bien, j'avais l'impression que moi, j'étais pas douée pour ça, que jamais je pourrais écrire quelque chose, une histoire. J'en avais touché un mot, je crois, à mon mari, et il m'avait dit, mais est-ce que tu ne te donnerais pas la chance d'essayer d'écrire un roman? Et je lui ai dit, oui, mais enfin, je peux pas nous imposer ça, de travailler, de prendre tous ces mois pour rien, peut-être. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quand Alia m'a contactée sur Instagram en me parlant d'elle en quelques lignes, j'étais très très loin d'imaginer quelle femme était derrière ce compte. Alia fait clairement partie de ces femmes que j'admire, avec une force et un recul sur les choses qui fait qu'elle est aujourd'hui à sa place. Comme je vous le disais la semaine dernière, chose incroyable, Pourquoi pas moi est dans la sélection officielle du Paris Podcast Festival. Vous pouvez voter dans la catégorie prix du public. Cela vous prendra moins d'1 minute et pour moi, cela pourra faire énormément. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de l'épisode et également sur pourquoipasmoi.co. Un grand merci d'avance. Vous pouvez mettre pause et reprendre l'écoute juste après. La fin des votes est le samedi 17 octobre à minuit. Revenons-en à Alia. Alia a 43 ans, elle est l'heureuse maman de 3 enfants. Elle a fait de brillantes études, elle a fait la fac de droit à Bruxelles et en parallèle, elle a fait Sciences Po. Elle commence sa carrière en tant qu'attachée parlementaire, puis enchaîne les postes d'avocate et juriste dans des cabinets les plus prestigieux en Europe. Alia sentait qu'elle n'était pas à sa place et saisit l'opportunité de se former au coaching. Elle devient donc coach, écrit des guides de développement personnel. Mais Alia n'était toujours pas totalement à sa place, car son rêve enfoui, c'était d'écrire un roman. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus, mais aujourd'hui, Alia sort son 4e roman dans la prestigieuse maison d'édition Robert Laffont et qu'elle a tout pour faire un carton. Bienvenue dans l'univers d'Alia Cardin. Bonjour Alia. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ? Évidemment, j'ai choisi mon prochain roman, Mademoiselle Papillon, parce que évidemment, en tant qu'écrivain, on est un peu son roman une bonne partie de l'année, qu'on l'écrive ou qu'on le défende, qu'on le fasse connaître auprès des lecteurs. Et plus précisément avec ce roman-ci où les sujets ont été tellement engageants et passionnants et émouvants. Ouais. Du coup, c'est vrai que ça me change. Moi, quand j'écris un roman, souvent les sujets m'influencent et me changent et me transforment. Mais ici, ça parle du don de soi et donc évidemment, ça ne peut qu'être inspirant. Ouais, j'ai pas encore eu la chance de le lire. Je l'ai reçu ce week-end, donc j'ai pas eu le temps encore de le lire, mais j'ai hâte. Donc du coup, la thématique, c'est le don de soi. En fait, c'est un hommage à 2 infirmières. Je l'ai écrit en 2018-2019, je précise, donc c'est pas du tout surfer sur la vague du coronavirus. Mais voilà, je sais pas si tu veux que je te pitch le roman ou. Tu peux faire un petit mini pitch pour donner l'eau à la bouche. Voilà. Alors en fait, en 2018, pendant l'été 2018, je vais visiter l'abbaye de Valloire. Et à cette époque-là, ma petite dernière faisait pas ses nuits, et donc j'étais un peu pas très enthousiaste à l'idée de visiter cette abbaye. C'était avec ma belle famille. Et puis en fait, la guide explique quelque chose. Elle parle de cette femme, Mademoiselle Papillon. Et là, tout d'un coup, c'est comme si tout mon corps reprenait vie, se réveillait. Et je répète les phrases de la guide dans ma tête. Je me disais, c'est pas possible. Je regarde autour de moi, le groupe a l'air de trouver ça tout à fait normal. Et donc, moi, je lève le doigt, je dis, excusez-moi, est-ce que j'ai bien compris qu'en 1920,
une femme a entamé un tel projet, donc a bâti un lieu pour protéger et sauver des milliers d'enfants. Et là, elle me dit oui. Et donc, dans les secondes qui suivent, je me dis, ben voilà, en fait, ça, c'est le sujet de mon prochain roman. Je tombe en amour de cette femme. Ouais. Et puis, il me fallait, je voulais une intrigue dans le présent pour relier au présent l'intrigue du passé. Donc, à ce moment-là, je reçois un message d'une lectrice via les réseaux sociaux qui me dit un jour, si vous écrivez sur la néonatologie, j'aimerais vous faire part de mon témoignage. Et donc, je décide que l'intrigue au présent se déroulera dans un service de néonatologie et je commence à interviewer dans les hôpitaux, etc. Et donc, l'histoire du roman, c'est la mise en miroir de ces deux femmes, de ces deux infirmières. Qui vont, surtout l'infirmière au présent, va devoir apprendre à s'équilibrer par rapport au don de soi. Donc, comment est-ce qu'on se donne, comment est-ce qu'on se passionne pour un métier sans sombrer. Et donc, elle va terriblement s'inspirer du parcours de cette femme qui a réellement vécu au siècle passé, qui s'appelle Mademoiselle Papillon. Et voilà. Ça, c'est quelque chose que tu fais beaucoup et que je trouve. Alors, je suis pas une experte du tout des romanciers. C'est justement d'interviewer en effet des psychologues, des psychiatres, des médecins pour pouvoir justement bâtir tes personnages. Oui, ici en l'occurrence, c'était énormément d'infirmières, de médecins, et alors toutes les personnes qui ont connu Mademoiselle Papillon, parce qu'il n'y a presque pas d'écrit. Ouais. Et en fait, j'ai découvert que ça me permettait de m'immerger vraiment, enfin on a l'impression qu'on connaît les choses, et puis quand on interview, eh bien, on arrive à un degré de connaissance qui est tout à fait haut, d'abord sur le plan technique, on connaît plus de choses, mais surtout sur le plan émotionnel, on commence à vibrer, si on s'ouvre vraiment au cadeau du témoignage de l'autre, on vibre avec une profondeur différente, comme si on intégrait un tout petit peu de sa sagesse ou un tout petit peu de sa grande expérience. Et donc, et aussi, c'est terriblement émouvant, ces interviews-là. Et donc, moi, j'ai remarqué que ça donnait une dimension, une densité au roman tout à fait autre. Et donc, j'ai plus lâché ce processus d'interview parce que je défends souvent un sujet de société qui est important pour moi et auquel j'aimerais que plus de gens aient accès, soit il est tabou, soit il est un peu inaccessible. J'essaye de le rendre accessible au plus grand nombre via une intrigue que j'espère prenante. Et du coup, ça t'est venu comment cette idée de faire des interviews? Alors, ça m'est venu parce que j'ai suivi les masterclass au moment de mon deuxième roman. J'ai suivi les masterclass en ligne d'un scénariste américain qui disait que les recherches, c'était une part vraiment importante et qu'il ne fallait pas en faire fi. Et à l'époque, j'écrivais un roman. J'allais commencer l'écriture d'un roman sur la procréation médicalement assistée. Et donc, je me suis dit, je vais faire des recherches, je vais appeler les médecins, et je suis vraiment, ça a été un moment terriblement émouvant et terriblement prenant. Et je me suis dit que j'allais plus lâcher ça, que j'allais continuer à faire comme ça pour mes différents romans, à vraiment bien me documenter. Aussi, j'avoue que comme je suis une ancienne avocate, ultra perfectionniste, je ne veux pas raconter de bêtises. Je ne veux pas que quand je parle d'un accouchement dans mes romans, on se dise mais n'importe quoi, le bébé devrait être mort depuis 20 minutes. Ouais. Et donc, je veux vraiment être relue par les médecins, etc. D'accord. Ça, Voilà, on va en parler du coup du fait que tu as été avocate. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit retour en arrière sur savoir où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es née. Alors, je suis née donc à Bruxelles, mais j'ai grandi à la campagne. Je suis née dans un hôpital bruxellois. J'ai grandi à la campagne, au milieu des chevaux, dans la nature. J'ai grandi pieds nus. Et voilà, j'ai vécu quelques années à la campagne, puis vers mes 14 ans, j'ai été habiter à Bruxelles. Et tu étais quel type de petite fille? J'avais des très grands rêves, petite. Je crois parce que j'étais pas toujours ravie avec mon quotidien et ça me permettait de m'en extraire. Et je me disais que plus tard, les choses seraient comme je le voudrais. Et c'était quoi du coup tes rêves? Je ne sais plus précisément, mais je me demande si je n'ai pas rêvé d'être écrivain ou rêver d'avoir un homme que j'aime, peut-être d'avoir des enfants. Je me souviens en tout cas de tout ce monde imaginaire. Je ne me souviens pas précisément de son contenu, mais je me souviens de mettre de la musique, de danser pendant des heures, de rêver à ce futur. Enfin, ça a toujours été pour moi une énergie très très forte et encore aujourd'hui, c'est d'avoir
vraiment cette capacité au rêve, de s'imaginer des choses en écoutant la musique et de s'imaginer le monde le plus fabuleux qui soit pour moi. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Mes parents, alors, étaient à la base, ils ont fait des études de médecine, et donc mon père est médecin, et ma mère a fait plein d'autres choses après ses études de médecine. Elle était championne en équitation, championne belge d'équitation, puis elle a fait du développement personnel. D'accord. Donc, du coup, tu avais déjà dans le sang, en tout cas, un peu la reconversion plus le développement personnel. Oui, 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 tout à fait. Directement. Et quand il s'agit de se dire, OK, je passe mon bac, alors je ne sais pas si ça s'appelle le bac en Belgique, et donc de choisir ce que tu allais faire, comment ça s'est passé cette époque? Alors, c'était pas vraiment un choix que j'ai fait. C'était une petite discussion qui s'est déroulée en 2 minutes où en gros, on m'a demandé qu'est-ce que tu souhaites faire et j'ai dit ben, j'aimerais bien peut-être être médecin. Puis mon père a dit qui est médecin, m'a dit c'est on dort très peu, c'est pas vraiment, c'est un métier très éprouvant, c'est pas vraiment un métier pour une femme. Je me souviens à peu près de cette conversation-là, et donc j'ai proposé un autre métier. On lui a dit oh, bof quand même, et puis je crois qu'en 3e ou 4e position, j'ai proposé avocate, et là ça avait l'air bien. Et donc c'était un total non-choix, mais bon, je crois comme la plupart des jeunes de 18 ans de l'époque, ce qui fait qu'il y a énormément de demandes en reconversion professionnelle aujourd'hui. Ouais, c'est fou parce qu'en fait, tu vois, quand j'étais en train de préparer l'interview, enfin ton interview, je me dis, mais en fait, j'ai interviewé pas mal d'anciens avocats quand même. Et ce que disait Christine Michaud, c'est qui est canadienne, et en fait, bon, bah, elle faisait ses études de droit et elle se rendait compte pendant ses études de droit, parce que elle aussi, elle avait fait ça par non-choix, ou en tout cas pour faire plaisir à ses parents. Et elle disait qu'en fait, elle a failli tout arrêter pendant, en fait, et bon, elle avait un super prof qui l'a accompagnée, qui lui a dit, écoute Christine, fini, t'as presque fini, va au bout du truc. Et ce qui est important avec le droit, c'est de savoir s'en sortir. Donc tu peux prendre ça dans les deux sens, dans savoir s'en sortir, aller loin avec, ou savoir s'en sortir et Ah prendre la oui. porte. Mais du coup, c'était une belle image, mais c'est vrai que ouais, c'est souvent un non-choix. Et du coup, quand tu as commencé tes études, donc là, tu t'es dit, OK, je vais être avocate. Est-ce que tu avais une idée de la spécialisation en commençant tes études, ou pas du tout? Alors, je ne me suis pas dit que j'allais d'office être avocate. J'avais fort envie de travailler dans les droits de l'homme. J'étais très idéaliste. Pendant ma 4e année de droit, j'ai eu la permission du recteur de commencer des études de sciences politiques. Et donc, j'ai fait, je crois, si je me rappelle bien, j'ai fait la 1re, la 2e, la 3e année de Sciences Po en même temps que ma 4e année de droit. Donc, c'est un peu chaud. Presque un peu plus que 4 années d'université en une, je crois. Ouais. Et donc, parce que j'adorais me plonger dans les livres, apprendre plein de choses, c'était très important pour moi. Et j'adorais connaître le monde et découvrir le monde. Et donc, voilà, j'ai eu cette possibilité-là. Et ça m'a encore plus orientée vers les droits de l'homme. Voilà, ça, c'était mon souhait à la base. Ça a dû être, j'imagine, costaud quand même de se faire ça en une année. Oui, oui. Bien les défis, et j'aimais bien apprendre plein de choses. Et j'aime toujours bien apprendre plein de choses. C'est un mode de fonctionnement qui me nourrit énormément, de m'intéresser à chaque fois des nouveaux domaines, des nouvelles personnes. La différence pour moi est ce qui alimente ma vie et me donne de l'énergie. Ouais. Et ton entourage, tes proches à ce moment-là, comment ils ont réagi quand tu as dit que tu voulais faire cette année quand même très sportive? Je l'ai dit à personne en fait, ou je l'ai peut-être dit à mes amis. Et puis après, j'ai juste annoncé que quand j'avais réussi toutes ces années, j'ai juste annoncé année par année. Voilà, j'ai aussi réussi cette année-là, j'ai réussi cette année-là et cette année-là, et voilà. Et maintenant, voilà. Et après l'année d'après, j'ai terminé sciences politiques en même temps que mon droit, et je suis partie en Erasmus à Madrid 6 mois. Donc voilà, là c'était une année un petit peu plus cool, mais très chouette aussi. Ouais. Ton premier job, du coup, ça a été attaché parlementaire. Oui. Comment ça s'est passé? Alors en fait,
je crois que c'était le dernier jour de mon année universitaire, j'ai été contactée par je ne sais plus qui, un professeur de droit qui m'a dit voilà, il y a un travail pour toi si tu veux. Et donc j'étais à l'interview. Et moi, simplement, ce que j'ai dit, je veux travailler dans les droits de l'homme. Alors, si c'est possible, je viens travailler chez vous. Si c'est pas possible, je veux faire des propositions, des textes de loi dans le sens avec ces valeurs-là, quoi. Et alors, comme j'avais un très bon CV, ben, ils m'ont dit oui. Et donc, pendant un an, j'ai travaillé sur des textes qui, moi, étaient importants pour moi. Je me souviens avoir travaillé sur la législation, un projet de ministre sur l'adoption, d'avoir travaillé aussi sur la question justement des artistes, du statut social et statut fiscal des artistes. Enfin, voilà. Des choses avec vraiment les valeurs droits de l'hommiste pour une société meilleure. Et donc, c'était intéressant, mais c'était pas assez dynamique pour moi. Et donc, voilà, j'ai décidé déjà à ce moment-là de m'orienter. Enfin, j'ai un ami qui m'a dit, est-ce que tu voudrais être avocate? Voilà, c'était un ami qui était beaucoup plus âgé que moi et qui qui était client du plus gros cabinet belge d'avocats et donc client d'un avocat qui s'appelle Philippe Malherbe et qui était maître de stage. Donc, en fait, un maître de stage, c'est les personnes qui prennent des stagiaires. Donc, on commence en Belgique avec un stage de 3 ans pour un maître de stage. Et donc, Philippe Malherbe cherchait des stagiaires. Bon, on est directement avocat, mais en même temps stagiaire. Oui. Cherchait des nouveaux stagiaires. Et donc, voilà, j'ai été interviewée par lui et il m'a aussi recrutée, en fait. Donc, en gros, j'ai pas fait beaucoup d'interviews professionnelles, c'est vrai. Les choses ont été assez fluides, entre guillemets, parce que comme j'étais pas du tout à ma place professionnellement, je sais pas si la fluidité... En tant qu'attachée parlementaire, t'étais pas à ta place? Ou en tant qu'avocate? Moi, je pense que, enfin, je suis plus à ma place en tant qu'écrivain. Donc, mais j'ai adoré ces expériences. J'ai trouvé ça fascinant de discuter avec d'autres parlementaires. C'était à la fois super intéressant, mais à la fois aussi très déstabilisant parce que moi, je sortais de l'université, j'avais un idéal et puis je rencontrais les politiciens, ceux qui gouvernent notre pays. Et puis, le clash était quand même dur. Pour la plupart, je trouvais qu'ils défendaient mal leurs dossiers, qu'ils les connaissaient mal. Enfin, j'étais assez étonnée. Je me disais, c'est pas possible. Ceux qui nous gouvernent, moi, je pensais qu'ils étaient... Enfin, voilà, je les imaginais autres et c'était quand même un gros clash de les découvrir comme ça. Mais l'expérience, le travail était super intéressant. Et puis, le switch vers avocat aussi était super intéressant. Mais je n'étais pas vraiment à ma place parce que ce n'était pas vraiment le métier qui me correspondait, je trouve. Ouais. Et donc, du coup, tu as mené, entre guillemets, une carrière d'avocate assez brillante. Oui. On peut le dire. Oui, c'était ce qui était génial avec Philippe Malherbe, c'est qu'il mettait directement sur des très gros dossiers des sociétés gigantesques connues mondialement. Et donc, on était directement dans le bain, quoi. Comme on le voit à la télé, les avocats, comme on le voit dans les séries. En Suits. Voilà, en anglais, en français, en néerlandais, dans toutes les langues. Et voilà, c'était absolument fascinant sur le plan intellectuel. Mais sur le plan humain, je me suis rapidement rendu compte que moi, en fait, j'avais l'impression de ne pas être profondément heureuse dans ce métier-là parce que c'est un métier extrêmement stressant et très orienté intellectuel, alors que j'avais l'impression d'avoir, au fur et à mesure, je me disais, même moi, j'aurais tellement aimé faire un métier plus humain, en fait. Et donc, après quelques années, je dirais 4 ans, 3 ans d'avocat, je me suis rendu compte, 3-4 ans, je me suis dit, voilà, en fait, j'ai raté ma vie parce que j'ai mal choisi mes études et maintenant, c'est trop tard, quoi. J'ai déjà 13 ans de diplôme universitaire parce que j'avais aussi fait une spécialisation en droit de l'homme, une spécialisation en droit européen. Et donc, je me dis, voilà, j'ai complètement foiré le truc, j'ai foiré mes choix. Et en fait, moi, je ne suis pas faite pour ce métier-là, mais maintenant, c'est trop tard. Je ne pourrais pas recommencer ma vie, je ne pourrais pas recommencer mes choix, etc. Et donc, tu avais quel âge à cette époque-là? Je vais avoir entre 28 et 30 ans. Ouais. Et donc, il y a eu d'abord ce constat-là, voilà, je ne suis pas à ma place. En tout cas, j'aurais aimé faire un autre choix. Et puis alors, tout doucement, en fait, j'ai eu la chance d'être recrutée par... il y a 2 cabinets anglais qui sont au top mondialement. Il y a Allen & Overy et il y a Linklaters. Et donc,
je vais avoir la chance d'être recrutée par Allen Overy, qui est un cabinet ultra fun. Enfin, moi, je me suis vraiment beaucoup amusée là. D'être recrutée dans un poste de juriste, c'est-à-dire un poste qui me laisse un peu plus d'espace pour me former à côté. Parce que c'est pas un truc où on est où le soir on retravaille, etc. Parce que c'est un poste de juriste, un poste d'employé, donc je passe d'indépendant à employé, donc c'est vraiment un autre système, c'est plus un 9 to 5. Et donc là-bas, je recommence des formations de coaching. Je fais aussi un master en droit de l'homme, c'est à ce moment-là que je le fais. J'essaie de voir un peu, de me retrouver et de voir ce que je pourrais faire et donc de me reformer à côté d'un métier. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu as une idée, donc là, tu vas devenir coach. À ce moment-là, tu as en ligne de mire le fait de devenir coach ou tu es en mode exploration? Je me dis, j'ai envie de faire un métier dans l'humain. Je ne sais pas si ça sera coach ou psychologue ou autre, mais en tout cas, j'ai envie de donner à la dimension humaine plus de place. Ouais. Je me rends compte que c'est plus mon truc, quoi, les relations humaines, que de devoir défendre bec et ongle une multinationale, quoi. C'est plus mon truc, quoi. Et alors, à ce moment-là, en fait, j'ai la chance d'être recrutée après par l'autre des deux cabinets au top mondialement, qui est Linklaters. Et là, je vais beaucoup évoluer en quelques années dans cette boîte et grimper les échelons et donc devenir directrice mondiale d'un département en même temps que coach mondial. Et donc, je suis formée en tant que coach chez eux aussi, donc ce qui me permet de coacher. C'est une formation du coup interne? Oui, ils engagent un bureau à Londres, une société de coaching qui nous forme en interne. Donc à Londres, j'ai droit à plusieurs formations. Vraiment, c'est des formations en plus hyper chouettes. Toujours à Londres, toujours en anglais. Et donc je coach à ce moment-là. J'apprends énormément parce que je coach autant en français qu'en anglais, autant en présence physique à Bruxelles, où le coaching a vraiment le vent en poupe dans notre cabinet, où le managing partner de l'époque trouvait ça un outil dément, donc il me donne une salle et je commence à avoir presque... Oui. Et du coup, excuse-moi, tu coaches du coup les gens de la firme? Oui, donc à la fois des avocats et des cadres ou des employés. Et moi, je ne suis pas du tout dans l'univers des avocats et de ce type d'entreprise, donc c'est très, très, très lointain pour moi. C'est un truc qui est fréquent, en fait, le fait de pouvoir devenir coach dans ce type de boîte, alors que à la base, c'était juriste, avocat? Je crois que je suis la première en Belgique à ce moment-là. Je crois que ça n'existe pas du tout. OK. Et alors, ils ont tout un programme de coach interne, mais je crois que c'est quand même quelque chose d'assez innovant. Et parce que normalement, c'est des coachs externes, en fait, des sociétés de coaching qu'on engage. Mais là, ils ont prévu ce programme-là juste au moment où moi, j'étais là. Ouais. Et, mais ce qui est vraiment génial, parce que ça me permet aussi d'interviewer, de coacher, par exemple, je me souviens d'un de mes premiers coachings en anglais, je coach une directrice de Dubaï par téléphone en anglais. Donc ça, c'est génial parce qu'il y a à la fois... la différence culturelle, la différence de langue, c'est hyper formateur. Puis je coach des personnes à tous les échelons. J'ai coaché des tout grands avocats de 65 ans, qui sont absolument impressionnants et qui n'ont jamais touché au développement personnel ou à peu près. Et donc, c'est vraiment, à ce moment-là, j'ai l'occasion de vraiment me former et apprendre à chaque minute. Et alors aussi, je deviens formatrice et conférencière sur plein de sujets. Et donc, je voyage un peu dans toute l'Europe pour donner mes conférences au sein du cabinet toujours. Et donc, ça, c'est aussi super formateur. Et j'occupe en même temps un poste de directrice. Donc, je dois gérer une équipe, je dois gérer plusieurs bureaux européens parce que je suis directrice européenne. Puis après, je serai directrice mondiale la dernière année où je serai là-bas avant de quitter. Et donc, au sein de Linklaters, j'ai appris énormément de choses et je me suis vraiment formée en tant que coach, ce qui m'a permis aussi de commencer encore une autre orientation professionnelle qui était dans le coaching. D'accord. Donc, du coup, tu as quitté Linklaters en 2013, Alors, 2014, plus de 2014 parce que
Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte de mon deuxième et en fait, je ne suis plus jamais revenue après le congé maternité. Voilà, j'ai décidé d'être, entre guillemets, juste coach et écrivain et que les choses fonctionnaient suffisamment bien et je ne trouvais plus mon épanouissement chez eux pour certaines raisons, voilà, que je ne veux pas évoquer, mais je... Ouais. et c'était évidemment, c'était un choix absolument... Enfin, j'ai la chance d'être mariée avec un mari qui me suit super fort dans mes rêves et pour qui le bonheur est comme pour moi la priorité dans la vie. Parce que si j'avais été mariée avec quelqu'un qui était plus dans la stratégie financière, je crois que ça aurait été plus difficile de quitter parce qu'évidemment, j'avais un salaire très important. C'est un cabinet très gros mondialement. J'avais un poste très important. Enfin, j'avais des conditions financières assez exceptionnelles. Et donc, ça pourrait paraître difficile de quitter ça pour poursuivre ses rêves en tant qu'indépendante, écrivain, coach. C'était quoi Mais d'ailleurs justement tes freins avant de quitter ce job? Parce que forcément, j'imagine que tu t'es posé toi des questions, puis après vous en avez parlé avec votre mari. C'était quoi tes peurs et tes freins? alors, moi, j'ai toujours l'impression d'être dans l'abondance générale, mais je me sentais coupable. Je me dis, est-ce qu'on est autorisé à quitter un travail avec un salaire pareil? Est-ce que c'est autorisé dans la vie? Et c'est pas que j'avais peur de manquer, c'est plus, est-ce que c'est pas un petit caprice de ma part, quoi? Parce que voilà, c'est un poste tellement rêvé par plein de gens. Et voilà, mais en même temps, je suis quelqu'un d'extrêmement passionné. Alors, j'avoue que j'étais plutôt orientée vers ma passion que dans les freins, etc. Parce que je suis quelqu'un, au fond, qui réfléchit quand même assez peu, qui est fort dans l'action, fort dans les rêves, fort à aller de l'avant. Et je crois que c'est un peu ma force, entre guillemets, parce que bon, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait parfois être plus dans la réflexion. Mais donc, je suis quelqu'un qui va plutôt regarder vers l'avant. Je vais me dire, oh, ça m'inspire tellement, ça va être génial comme vie, etc. Bon, j'avoue que j'ai quand même bien mis de l'argent de côté pendant 1 an avant au cas où ma reconversion ne serait pas totalement un succès dès le début. Ouais. Mais voilà, j'avais bien assuré mes arrières financièrement. Je m'étais permis de ne pas gagner d'argent pendant 1 an. Parce que du coup, tu étais avocate, donc tu étais salariée. Ensuite, du coup, au moment d'arrêter, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit j'arrête? Parce que du coup, ton activité de coach avait commencé à se développer, enfin Oui. même plus que se développer. Tu as commencé à écrire des livres, du coup, en mode petit guide Ouais, conseil. livre pratique, livre de développement personnel. J'avais commencé 2 ans plus tôt à écrire à la naissance de ma fille. Enfin, 20 mois plus tôt, parce que c'était 20 mois plus tôt. À la naissance, aux 4 mois de ma fille, j'avais commencé à écrire des livres pratiques. Mais je ne pensais pas à ce moment-là avoir, je sais pas, avoir l'étoffe d'un écrivain qui pourrait vivre de son écriture. Je faisais à l'époque des livres pratiques. Ça allait très vite pour les écrire, les sujets m'intéressaient, le développement personnel m'intéressait énormément. Mais je ne pensais pas que je pourrais vivre de ça parce que je ne savais pas si c'était possible, etc. Et voilà, et en fait, le coaching, la relation à l'autre, la dimension humaine me fascinait, m'emportait. Donc, j'étais ravie d'être coach et de compléter cette activité avec des livres pratiques et alors aussi d'être conférencière. Je faisais ces 3 activités-là et je donnais des formations dans les grosses entreprises, dans les multinationales. Mais mon passé, évidemment, dans ce milieu-là, m'ouvrait énormément de portes. Et donc, voilà, j'avais suffisamment d'activités que pour pouvoir vivre de cela. Dès le début, Ouais, en fait, j'ai jamais dû toucher à l'argent que j'avais mis de côté. Mais super. c'était chouette de l'avoir parce Ouais, qu'on plus était quand même rassurant. un jeune couple. Et donc, Ouais, voilà. et puis en plus, accessoirement, du coup, accessoirement, entre guillemets, tu venais de tomber enceinte du deuxième, quoi. Là, non, je venais d'accoucher du deuxième. Tu venais d'accoucher du deuxième, Ouais. d'accord. En Ah, fait, c'est comme... je ne suis jamais revenue après mon congé de maternité. D'accord. Et donc, en fait, pendant le congé mat, tu t'es dit, bon, c'est bon, j'arrête. Oui, oui, j'ai vraiment ressenti, en fait, au début, je me suis dit, il faut que je prolonge ce congé maternité, je ne me sens pas prête à revenir. Et puis
puis après, je me suis avouée, ouais, en fait, je ne suis pas prête à revenir du tout. Je suis Ouais. prête à me lancer. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'une autre vie. Aussi, il faut dire, ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'habite à la campagne, dans le Hainaut belge. Et donc, c'est la guerre pour arriver à Bruxelles le matin. Enfin, et avec 2 enfants, je ne me voyais pas le faire non plus. Je suis une campagnarde née. J'avais besoin de rester ancrée dans ma nature. Je voulais plus de cette capitale à tout va, tous les jours. Ouais. Tous ces trajets, tellement longs. Je crois que j'avais 1 heure et demie de trajet le matin, je sais pas. Trop long, Ouais, quoi. un truc, plus une vie avec laquelle tu étais à Ouais, l'aise, quoi. Ouais. ouais. Et quand tu as dit donc, à ton entourage, je pense à tes amis notamment, comment ils ont réagi quand tu leur as dit que tu arrêtais ton gros job pour te lancer Ben, eux, ils me connaissaient bien, ils savaient que j'allais toujours plus faire la dimension humaine et juste humaine, le relationnel, etc. Donc, ça les a pas du tout surpris. Non. Voilà, ils me voient toujours comme ça. Donc, et mon mari, il est le premier à me soutenir depuis le départ pour mes rêves. Il me pousse vraiment vers mes rêves toujours. C'est fabuleux d'être mariée à un homme comme ça parce que je trouve que c'est un tremplin. Je veux dire, il pensera jamais d'abord à la question financière, est-ce qu'on va avoir assez pour vivre, etc. Il dira à chaque fois, mais va vers tes rêves. Et en fait, pour lui, tout ce que je touche se transforme en or. Donc, il faut juste que j'aille vers mes rêves et que je sois à fond dans ce qui me botte et ça marchera. C'est génial. Ouais, franchement, c'est super parce que, Ouais. faut le faire parce que, c'est pas du tout gagné à la base. Hein, donc, mais je pense que, chaque être humain qui va vraiment vers ce qui le passionne va réussir parce que pour pouvoir mettre le niveau d'énergie, de travail nécessaire pour réussir, il faut être passionné. Selon moi, hein, mais Puis il faut y mettre du cœur et être, selon moi, par rapport, tu vois, j'ai mené plus de 30 interviews là dans le podcast. Et clairement, ce qui ressort, c'est que si tu mets tout ton cœur, si tu es aligné avec qui tu es, et puis que tu fais les choses pas pour l'argent, mais pour ce qui t'anime et finalement pour ce pourquoi tu es fait pour être sur cette terre, ça roule en fait. Ouais, mais en même temps, moi, quand j'ai accompagné donc en coaching vers la réorientation professionnelle, je disais que l'aspect financier donc ne doit pas être la priorité, mais il doit être assuré. Parce que il faut pas qu'en tant que coach, je cherche absolument le client, je cherche à maintenir le client parce que sinon j'aurais pas à manger. Il était clair que on avait assuré les choses, mon mari et moi, pour ne pas être à la rue. Et donc, ça, c'est aussi, je dis, la question financière n'est pas prioritaire, mais elle est présente quand même parce qu'il ne faut pas faire des choix irréfléchis, il ne faut pas se lancer, il ne faut pas risquer sa peau. Il y a les besoins vitaux qui doivent être assurés. Maintenant, ce à quoi on a renoncé, ce à quoi on s'est dit qu'on renonçait, c'est partir en vacances, c'est s'acheter ci, s'acheter ça. On s'est dit peut-être qu'on n'aura pas tellement des moyens pendant X années, mais c'est pas grave si on part pas en vacances. C'est ces choix-là qu'on a fait. C'est pas ne pas manger le soir, quoi. Oui, c'est ça. C'est en juste gros. Pour être bien clair. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu te dis, OK, j'arrête tout, mais l'argent, c'est pas important. Enfin, tu peux pas être bien aligné avec ton projet et pas être consacré au projet si tu sais même pas comment tu vas pouvoir manger le soir. Oui, tout à fait. Donc, il y a un équilibre à trouver. Mais c'est parce que dans ces coachings-là, que je ne fais plus aujourd'hui, parce que je ne suis plus qu'écrivain, j'ai eu souvent la question je vais lâcher un gros salaire. Est-ce qu'on regrette? Est-ce qu'on regrette? Et en fait, donc moi, j'ai vraiment lâché un salaire assez énorme. Et je me suis dit, le mois suivant, j'aurai X milliers d'euros qui ne vont pas arriver sur mon compte. Et je me suis dit, mais comment je vais réagir? Et en fait, c'est assez impressionnant, mais je crois qu'il y a absolument, en nombre de secondes, le temps que j'ai regretté mon choix, ou que je me suis dit, ouh, là, j'ai peut-être fait une erreur ou quoi, mais c'était 0 seconde. Il n'y a jamais un seul moment dans ma vie, alors que ça n'a certainement pas été facile. J'ai regretté cet argent, j'ai regretté ce choix, où je me suis dit, oh, j'aurais dû peut-être pas quitter ça. Ça n'a été pour moi que du bonheur, mais je l'avais préparé en même temps. Hein. J'avais déjà une certaine clientèle en coaching, j'avais déjà mis les choses en place et j'avais mûri les choses et je savais que c'était un choix important pour moi. Ouais, et je pense aussi un truc
Clairement, l'argent, c'est un vrai, forcément, c'est un vrai frein et c'est normal. Tu vois, moi, j'ai été au chômage donc il y a bientôt 1 an, c'est bientôt mon anniversaire de chômage. Ouais. Et bon, bah voilà, même si grâce au chômage, je touche de l'argent aujourd'hui, bah forcément, je perds quand même une grosse partie de ma rémunération et j'avais la chance, enfin, pas que de la chance parce que ça se provoque, mais bon, quand même d'avoir un très beau salaire. Et en fait, je trouve que les choses sont bien faites dans le sens où, bah là où, en fait, il y a des choses dont j'avais envie avant, dont j'ai plus envie, mais j'ai pas l'impression de me priver parce que en fait, ouais, c'est vraiment, mes copines me disent, mais ça va, tu fais moins de shopping. Je dis, mais en fait, ça me manque pas parce que je rentre plus dans les boutiques et j'ai même pas envie d'y aller. En fait, je Oui, trouve c'est que, exactement ça. En fait, comme notre quotidien est rempli de choses qui nous passionnent, on n'a plus besoin de faire du shopping compulsif, on n'a plus besoin de même s'acheter trop de choses. Maintenant, je dis pas, je suis heureuse aujourd'hui en période de promotion d'aller pouvoir m'acheter un petit ensemble, etc., et d'avoir l'argent pour ça. Mais c'est vrai que au début, quand on se libère et qu'on se libère d'un un choix de vie qui ne nous correspondait pas, c'est comme si on avait un château, quoi. Enfin, ouais. c'est comme si tout d'un coup on nous offrait un château avec piscine. Enfin, enfin, je trouve que c'est tous les jours merveilleux et c'est tous les jours le grand bonheur. Enfin, moi, ça a été vraiment Ouais. comme ça. Et je pense que c'est un truc aussi important, tu vois, typiquement, enfin, nous, on a vécu à Paris, après on a vécu à Marseille, on est revenu à Paris, et là, on vient de emménager à Marseille il y a 1 mois. Et ce que je disais à des copains à Paris ce week-end, c'est que, en fait, c'est à toi aussi de te créer une vie où tu te sens bien, et donc c'est bah, le job, mais c'est aussi le lieu où tu vis, pour ne pas avoir besoin de fuir. Et typiquement, tu vois, quand on habitait à Paris, on avait un besoin de partir en week-end tous les week-ends, de partir en Ah ouais, vacances loin pour ouais, fuir, en fait, pour se nourrir de choses qu'on n'avait pas dans notre quotidien. Et ouais. finalement, bah, tu vois, ce matin, j'ai ouvert les volets, il y avait un grand ciel bleu, j'avais mon jardin, et je me suis dit, mais en fait, on n'a pas besoin de ça parce qu'en fait, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour aller ailleurs parce qu'en fait, tu es bien chez toi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et le confinement était un bon test pour ça, pour voir si on Ah bah était c'est bien sûr. chez soi. Ah ouais, c'est clair. Là, on a été heureux comme tout avec notre jardin pendant 3 mois. Donc, Ouais. on s'est vraiment dit, ben, on a bien choisi notre vie à la campagne, ça nous correspond bien. Et on n'a pas trop, enfin, nous, on n'a pas trop souffert. On était assez préservés Ouais. pour cette raison. Et alors, du coup, l'écriture, donc, t'écrivais des livres, Livre pratique, livres pratiques. enfin, développement Euh, personnel. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu as réveillé ce rêve enfoui d'écrire un roman? Alors, en fait, moi, à la base, comme j'ai un cerveau qui fonctionne bien, j'étais fort, enfin, j'avais l'impression, en tant qu'enfant, adolescent, d'avoir fort reçu le message, hem, que parce que enfin, que j'avais un cerveau qui fonctionnait bien et que donc là se situait le centre futur de mon activité professionnelle, c'est dans le cerveau, quoi. Je réfléchis bien, voilà, j'étudie bien à l'école, etc. Et du coup, je ne sais pas pourquoi j'avais fait cette équation-là, que bah, du coup, moi, la fibre artistique, je ne l'avais pas. Parce que j'étais bonne. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le message que moi, j'avais reçu en tant qu'enfant. C'est que créer, écrire, etc., ben, ça ne serait pas pour moi. Alors que j'avais toujours écrit des journaux intimes, etc., enfant, adolescent. Ça m'avait toujours apporté énormément d'écrire. Eh bien, j'avais l'impression que moi, je n'étais pas douée, enfin, douée pour ça, que jamais je pourrais écrire quelque chose, une histoire. Et j'en avais touché un mot, je crois, à mon mari, et il m'avait dit, mais est-ce que tu ne te donnerais pas la chance d'essayer d'écrire un roman? Donc ça, c'était après 4 livres de développement personnel, je crois, que j'avais écrit. Et j'étais déjà coach. Et je lui dis, oui, mais enfin, je peux pas, enfin, je peux pas nous imposer ça, de travailler, de prendre tous ces mois pour rien, peut-être. Et il m'a dit, mais non, tente, c'est pas grave. Et si tu prends 5 mois et que ça donne rien du tout, eh ben voilà, c'est la vie. Bah, parfois, on a le droit d'essayer des nouvelles choses. Et j'ai trouvé ça canon. Enfin, j'ai continué à travailler pour mon métier de coach, mais j'ai trouvé canon que, enfin, qui me dit, bah, voilà, vas-y, essaye. Et puis, si ça donne rien, c'est pas grave. Mhm. Et donc, en fait, j'ai commencé à écrire donc ce premier roman. Et après avoir écrit 20 pages, il y avait la directrice de Charleston qui m'avait repérée quand je dédicaçais mes livres de développement perso à la foire du livre de Bruxelles, qui m'avait dit, le jour où tu écris un roman, eh bien, contacte-moi.
Et donc, j'avais Mais toi, écrit 20 mais pages. surtout que toi, à l'époque, tu n'avais même pas imaginé écrire un roman. Si? Oui, c'est Enfin, parce que après, quand mon mari m'a dit ça, je l'ai rappelé, j'ai dit, et elle m'a dit, bah, le jour où tu l'écris, tu m'appelles. D'accord. Et donc, j'écris 20 pages. Je trouve que le pitch de départ est très bon. Et je me dis, bah voilà, je vais la contacter. Et là, elle me propose de les envoyer par email. Et moi, je me dis, mais non, en fait, je préférerais qu'on se voit. Je donne une conférence à Paris. Donc, je donnais une conférence à Paris pour le coaching sur l'équilibre vie privée et professionnelle, je ne sais plus quel thème. Et je dis, bah, donnons-nous rendez-vous sur une terrasse et je propose que tu les lises devant moi et puis tu me diras, parce que je n'ai pas tellement envie de les envoyer par email, mon passé d'avocate me rendant absolument méfiante parce que j'ai tellement baigné dans les conflits et les problèmes que voilà. Et donc, je crois qu'elle m'a pris absolument pour une frappadingue, mais elle s'est dit, enfin, je sais pas, on va le faire. Et donc, on s'est vu sur une terrasse, je lui ai donné 20 pages qu'elle a lues devant moi. C'était absolument dingue parce que donc j'ai pu lire son émotion, sur son visage, j'ai vu plein de choses. Et puis elle a baissé les 20 pages, elle m'a regardée, elle m'a dit est-ce que tu sais comment ça se termine? Et bon, moi à l'époque, je savais absolument pas, mais donc j'ai bluffé, j'ai dit bien sûr que oui. Et elle m'a dit bah raconte-moi, qu'est-ce qui va se passer après ça? Et j'ai dit bah non, en fait, tant qu'on n'a pas signé le contrat, je ne te raconterai pas. Elle m'a dit pas de problème, on va signer un contrat. Je trouve que ces 20 premières pages sont excellentes et ça me donne envie de voir la suite. Et donc, j'ai écrit ce roman avec la certitude d'être publié. Donc, ça, c'était vraiment super chouette. Ouais, c'était vraiment super. Et donc voilà, j'ai écrit ce premier roman. Mais bon, je crois pas à l'époque, je me disais pas, je vais vivre des livres. Pas, je sais plus ce que je me disais parce que en même temps, je tombais enfin, le roman est paru 15 jours avant que j'accouche, je crois encore de nouveau de ma troisième. Donc, enfin, en gros, c'était une phase de vie où on est, enfin, nous, mon mari et moi n'avons pas dormi pendant 7 ans parce qu'on a eu des enfants qui se sont succédés et qui ont tous eu des graves reflux. Okay. Et donc, c'est un peu flou pour moi ce temps-là. Mais je me rappelle donc publier ce roman qui marche assez bien, étonnamment, parce qu'il n'y a pas de presse, c'est mon tout premier roman. Et puis alors, il se passe quelque chose de miraculeux au moment où justement il s'apprête à disparaître des librairies. Il se passe le coup de chance qu'on a besoin, je crois, en tant qu'écrivain pour pouvoir percer. C'est qu'il est sélectionné. Donc, les magasins clubs, c'est une chaîne de magasins, de 47 magasins en Belgique. 47 libraires et ils décident de lancer le prix des lecteurs club et donc c'est la toute première édition et mon roman est sélectionné avec 5 autres romans d'hommes, je suis la seule femme et le prix doit être remis 2 mois plus tard, le 8 mars, le jour de la fête des femmes. Je sais qu'il y a un titre allemand, la journée internationale. Ouais, c'est la journée internationale de la femme, ouais, je crois que c'est ouais. Voilà, mais non, mais c'est encore plus long. Mais à chaque fois, j'oublie. C'est le jour de la femme, ouais. Alors qu'en plus, je suis profondément féministe. Je devrais absolument avoir. Mais bon. Et donc, moi, en fait, c'est toute une fête pour moi d'être sélectionnée parce que mon livre est remis en valeur. Et pour moi, la fête et la joie, elle est vraiment là, d'être sélectionnée parce que jamais j'imagine dans les sélections, dans les livres sélectionnés, il y a aussi un auteur Gallimard, il y a des maisons d'édition assez impressionnantes et donc jamais j'imagine le gagner. Ça, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas du tout... mais je suis dans la joie et dans la fête d'avoir été sélectionnée. Et ça me porte et voilà, mon livre est remis en valeur, j'apprends à connaître les libraires, etc. Et puis un jour, je reçois un email et il est mis voilà, félicitations, votre roman est lauréat du prix des lecteurs club. Et là, très drôle, je me dis, en fait, c'est tellement pour moi impossible de le gagner parce que je trouvais que les autres avaient certainement plus de mérite que je vais voir la définition du mot lauréat. Je me dis, je dois avoir loupé un truc, ça veut dire sans doute deuxième et que j'ai oublié la définition de ce mot. Et là, je découvre que lauréat, en fait, ça veut dire que j'ai gagné. Et donc, il se passe un truc absolument dingue. Comme c'est la première édition, il y a aussi de la presse, de la radio, etc.
il se passe un truc absolument dingue, c'est que mon roman qui avait disparu des librairies, donc je crois qu'il avait à ce moment-là il avait 9 mois de vie. Donc normalement, voilà, c'est la fin. Hein. Il était déjà, je ne sais même pas s'il était encore dans les librairies. Il est propulsé dans les ventes club en 6e, en 5e position devant Stephen King qui venait pendant 7 semaines d'affilée. Donc ça, c'était un truc mais absolument dingue. Il n'y a jamais aucun roman qui réapparaît. Et Et c'était au donc bout de 9 là, mois. C'est drôle parce que je te coupe, mais en fait, c'est rigolo parce que dans tes livres, tu parles beaucoup de maternité, tu es maman de ouais, 3 enfants, et 9 mois, la c'est. grossesse, ouais, Ouais. Il y a peut-être un petit ouais, clin d'œil. ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, je reçois ce prix des lecteurs club. J'en profite pas autant que je veux parce qu'à ce moment-là, on vit en même temps quelque chose qui est terriblement dur et triste. C'est que notre petite dernière est hospitalisée pendant plusieurs semaines et la situation est quand même assez grave et assez. Voilà, on est. Donc, je vais donner ce speech à la foire du livre, mais je ne tenais pas debout parce qu'on ne dormait pas, parce qu'on était entre l'hôpital et nos 2 autres enfants. Et voilà, et qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé pour notre petite dernière et qu'on était vraiment dans une inquiétude profonde. Mais voilà, c'est un moment absolument dingue parce que aussi les magasins clubs ont la gentillesse et la générosité d'offrir à leurs 300 employés mon roman. Et donc, je me rappelle d'être à côté de Franck Tillier en dédicace. Moi, j'ai terminé ma séance de dédicace donc à la foire du livre et d'avoir ces piles de 300 romans autour de moi que je vais devoir dédicacer pour chacun des employés club et de voir Franck Tillier qui me regarde en disant « Mais c'est qui cette nana qui doit dédicacer autant de livres ?» Et là, je le regarde, j'ai dit « Oui, je sais, j'ai plus de livres à dédicacer que vous. » Incroyable, non? Et là, il rigole parce que c'est un gars, c'est un écrivain très drôle et très sympa. Et donc, c'est des moments vraiment incroyables où tout d'un coup, en fait, les choses sont peut-être possibles. Et je ne sais pas si j'ai déjà à ce moment-là commencé l'écriture du roman suivant ou pas, mais à partir de ce moment-là, je vais écrire un roman par an en moyenne. Ouais. Et ta petite fille, petite parenthèse, ta petite fille, elle va bien maintenant? Oui, on est toujours, on doit encore avoir certains suivis, on doit encore explorer certaines choses, mais je trouve qu'elle va 10 000 fois mieux. Mais il a fallu du temps. C'est seulement depuis le 20 décembre dernier où on est plus cool, voilà. Elle a quel âge? Elle vient d'avoir 4 ans. D'accord. Ouais, Et donc du donc, coup, là où potentiellement tout est censé rouler, ouais, t'as une partie de toi qui roule pas du tout, quoi. mais j'ai dû, ici, c'est mon 6e roman que je suis en train d'écrire et je crois le premier roman que j'écris en dormant la nuit. Tous Ouais. les autres romans, je les ai écrits en dormant pas la nuit. Et alors, à cause de ces petits soucis de santé, elle était tout le temps avec moi. En fait, si elle allait un jour en crèche, elle retombait malade et je vais la garder chaque fois 15 jours pour qu'elle prenne pas d'antibio parce que sinon ça l'affaiblissait encore plus. Et donc, j'ai travaillé en permanence avec un enfant avec moi. Et alors, le moment où on est délivré, où tout d'un coup, c'est une opération, sa santé va mieux, on est confiné. Et donc, vraiment, c'était mon lot. Mais bon, voilà, en même temps, moi, j'ai toujours pensé, parce qu'on a dû, avec mon mari, vraiment, on est tous les deux indépendants, s'entraider pour pouvoir faire face à nos 2 passions, à nos 2 jobs. Et en fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait un dieu des mamans au bout du scotch. J'ai inventé ce dieu. Et donc, chaque fois qu'on dormait 2 heures et que je devais donner une grosse conférence le lendemain, ou faire ci, ou faire un passage télé, ou machin, etc., et je me suis dit, il y a un dieu des mamans au bout du scotch et il va venir m'inspirer pour cette interview et je vais dire quelque chose qui sera intelligent, qui ne sera pas complètement débile, où je vais, pendant l'écriture, avoir cette connexion qui fait que je suis dans une sorte de transe et qu'en fait, j'arrive à écrire même s'il y a tellement peu d'énergie à disposition. Mais bon, voilà, je suis très contente de découvrir l'écriture qui va encore beaucoup plus vite et qui est encore beaucoup plus simple quand on dort parce qu'on a tous les mots, tout le vocabulaire à disposition. Ouais, ça simplifie un peu la vie. Après, j'imagine que ça t'a permis aussi d'aller chercher des choses que t'aurais pas, qui seraient pas arrivées, pas tellement en profondeur, parce que quand tu es tellement dans un état de fatigue, que tu vas chercher des choses. Oui. Moi, je sais pas. Je suis pas convaincue que ça a été vraiment un Non? atout, mais je pense que on a tous une certaine adversité et que voilà, il y a des parents qui ont des parcours
ultra compliqués parce que leurs enfants ont telle difficulté ou telle autre, ou des graves maladies, etc. Nous, c'était le manque de sommeil, et je crois que c'est juste que la vie est faite aussi d'adversité, et il faut faire avec, et que heureusement, moi, j'étais nourrie par les métiers que j'exerçais. Et donc, ça me donnait énormément d'énergie, alors que j'en avais très peu dans le repos. Physiquement, voilà. Heureusement que j'avais pas un job, un travail qui me plombait, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Ouais, c'est sûr. Donc là, du coup, tu as signé avec Charleston, tu as sorti tes premiers romans avec Charleston, et donc là, tu as changé de maison d'édition. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, j'ai écrit donc 3 romans avec Charleston. Et j'avais quand même beaucoup de commentaires, énormément de commentaires de journalistes et de blogueurs, etc., comme quoi j'étais peut-être pas tout à fait à ma place au niveau de la ligne éditoriale. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charleston a l'ambition d'être l'éditeur du féminin, et donc que ça soit plus littéraire ou moins littéraire, mais que il faut du temps pour construire une marque, et que parfois, en fait, certaines personnes ont l'a priori que c'est du feel good, ce qui est aussi très très chouette, mais moi je fais pas de feel good, donc beaucoup de personnes trouvaient que j'étais en décalage, et donc j'avais aussi envie de vivre une expérience nouvelle chez un autre éditeur, de me lancer, d'avoir un autre type d'expérience. Et donc, pour Mademoiselle Papillon, j'ai décidé de prendre mon envol. Alors, ce qui est marrant, parce que mon 3e roman s'appelle L'Envol, donc c'était un peu prémonitoire. C'est pas moi qui ai choisi le titre, donc voilà. Et donc, je me suis lancée dans le processus d'envoyer mon texte à plusieurs maisons d'édition. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. C'est que, en fait, les maisons d'édition, je crois qu'elles étaient 8, ont eu un gros coup de cœur pour le roman. Et donc, je me suis retrouvée en l'espace de quelques semaines je me lance dans le vide et j'ai plus aucune maison d'édition. Donc, je me retrouve avec rien, parce que j'avais dit à Charleston que pour le suivant, je ne le ferais plus chez eux. Ouais, j'avais annoncé. Oui, je suis quelqu'un d'assez honnête, et je voulais bien faire les choses. Je voulais qu'ils soient au courant. Je voulais pas faire quelque chose derrière. Je voulais faire les choses très clairement. Je suis quelqu'un pour moi, l'honnêteté, c'est hyper important. Bref, je me lance dans le vide, je saute dans le vide, donc avec rien du tout, et je me dis c'est la grande aventure qui commence. Mais comme je suis une grande aventurière, moi j'aime bien aussi ce genre de moment comme ça décisif où on se retrouve avec rien dans les mains, à tout redémarrer. Et donc j'envoie mon texte, et là évidemment pendant quelques jours j'ai 0 réponse. Normalement il faut attendre 3 mois pour avoir une réponse d'une maison d'édition. Mais là, au bout déjà de quelques jours, je commence à avoir des réponses d'éditeurs qui me remercient, etc., pour mon texte. Et puis, au bout de quelques semaines, je ne sais plus, je crois que c'est le 1er décembre, et je crois que vers le 20 décembre, déjà, j'avais une première maison d'édition. En fait, j'avais à la fois fait des maisons d'édition très grosses, certaines plus et d'autres plus littéraires. Et au bout de quelques semaines, en fait, j'ai 8 maisons d'édition parisiennes gigantesques, super top, qui ont le coup de cœur pour le roman. 8 tout top, des éditeurs qui suivent les 10 auteurs les plus vendus en France, qui me disent on a adoré votre texte, on aime, on adore les sujets traités, etc. Donc pour Mademoiselle Papillon. Et en fait, là, il y a un moment qui est très important pour moi, c'est de savoir, mais tiens, comment je vais choisir? Parce que évidemment, je n'avais pas imaginé devoir choisir. Ça, c'est un truc, c'est inouï, parce que c'est une chance. Je trouve que c'est un moment très important dans ma vie d'écrivain, parce que d'avoir cette reconnaissance du milieu, mais aussi de la diversité de maisons aussi littéraires que commerciales, ça veut dire qu'à la fois, c'est un sujet émouvant, c'est un texte émouvant, mais qu'il est aussi bien écrit. Et donc, cette reconnaissance générale, moi, je ne l'avais pas imaginé. Je pensais avoir un éditeur, et je pensais que la vie choisirait pour moi. Et donc, je me retrouve au milieu de toutes ces maisons d'édition qui me disent qu'elles aiment, et qui me disent qu'elles veulent me rencontrer. Et donc, je fais le point pour moi-même, et la vie m'avait montré dans les mois qui précédaient, je ne vais pas rentrer dans cette histoire, mais
l'ami m'avait fait vivre une expérience particulière qui m'avait appris que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et que la priorité, je devrais la donner au choix relationnel, quoi, à la personne avec qui, au niveau relationnel, ça cliquerait le mieux. Donc, avoir une éditrice très chouette, très tolérante, où je me sente acceptée, un peu comme une éditrice où je me sente à la maison, quoi. Quand j'entends sa voix, que je me sente chez moi, quoi, un retour au foyer. Et donc, en fait, j'avais aussi un autre critère, c'est que je voulais publier en 2020. Et donc, ces deux critères mis ensemble ont fait que voilà, je décide de rencontrer à Paris seulement quelques maisons d'édition parmi les maisons d'édition qui sont intéressées. Sachant que quand tu as envoyé le manuscrit, c'était en décembre 2018 ou 2019 ? 2019. Ah oui, donc tu voulais sortir en 2000. Ouais, ok, donc c'est court timing. Pour eux, en tout cas. Oui, enfin en 2020, l'année venait de débuter parce que là on était en janvier, tout début janvier, l'année venait de débuter, mais c'était très important pour moi parce que j'ai publié mon dernier roman en février 2019 et que l'écriture est un peu mon quotidien. J'étais déjà presque en train, pour ne pas trop, en fait, pour tenir bon dans ce processus de changement de maison d'édition, c'était important pour moi d'être solide et c'est des moments extrêmement stressants. Et donc, l'antidote que j'avais trouvé, c'était de me dire, c'est ça, oui, j'avais oublié de te partager ça. En fait, quand j'avais 0 maison d'édition et que j'ai soumis mon texte, il y a un moment comme ça de flottement où on ne sait pas ce qui va se passer, les jours passent et on a 0 réponse et ça peut être difficile. Et en fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit 2 choses. D'un, je me suis dit, être un grand écrivain, c'est écrire, c'est pas forcément être publié. Et donc, je me suis dit, tu bosses et tu bosses à fond. Ce processus-là, il est de côté, mais tu travailles sur ce 5e roman. Et donc, mon 5e roman était un peu un roman refuge. Je l'adore. Il sera normalement publié en 2021. Et je me suis dit, tu travailles parce que c'est ça être écrivain. Avant d'avoir une maison d'édition, c'est ça. Et donc, je me suis vraiment forcée à me plonger dans l'activité, dans l'action et rester connectée parce que à ce que je vais faire, à ce que j'ai l'impression que je fais bien, à rester connectée à mes talents pour ne pas être dans une sorte de si j'ai pas de réponse, c'est que je suis nulle, quoi. Non, j'écris, c'est chouette le texte que j'ai écrit aujourd'hui, je suis bonne, allez, continue, tu peux faire quelque chose. Et alors, la deuxième chose que je me suis énormément dit pour pouvoir accepter ce moment-là, c'était une question qui m'est venue un matin, c'est et si c'était pas exactement ça que j'avais besoin de vivre là, aujourd'hui, maintenant? Et donc, chaque fois que j'étais dans un moment où c'était compliqué pour moi, où j'étais stressée, où je ne savais pas ce qui allait arriver, etc., je me disais, et si c'était exactement ça que j'avais besoin de vivre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir traverser quelque chose, pour pouvoir apprendre à être encore plus connectée de façon profonde avec moi. J'étais obligée alors de faire beaucoup de yoga aussi pour pouvoir rester zen. Et donc, ça m'a énormément appris sur moi-même. Et donc, voilà... j'arrive donc à ce moment où j'ai toutes ces réponses en même temps et où en une semaine, je deviens de 0 personne qui s'intéresse à moi à 8 maisons d'édition. Et là, c'est merveilleux. Je décide de rencontrer les maisons d'édition avec qui avec qui je pense que ça va être le plus juste pour moi. Et je suis reçue au tout début de la journée donc à Paris par Robert Laffont. Et là, c'est un peu comme quand on tombe amoureux. Je suis reçue par la PDG de Robert Laffont, Julia, etc. L'éditrice qui sera ma future éditrice et alors une autre éditrice qui était présente également. Et je me souviens de la phrase de Claire Cécile Boyer-Hinche, qui est la PDG donc de Robert Laffont et Julliard, et qui me regarde dans les yeux et qui me dit, en fait, nous, on a envie que vous vous sentiez à la maison. Alors, racontez-nous maintenant, qu'est-ce qui ferait que vous vous sentiez bien chez nous? C'est fou, hein? Ouais, et ça, c'est une très belle phrase, je trouve, qui m'a connectée à des valeurs qui étaient importantes pour moi parce que c'était pas seulement les aspects financiers, mais c'était surtout le reste, quoi. Ouais, puis surtout vu ce que tu disais sur ton intuition, sur ton intuition de quelques mois avant, quoi. Ouais.
Et alors, c'est marrant parce que je ne vais pas du tout aborder aucun aspect financier pour répondre à sa question. Je vais répondre que pour moi, c'est important de publier en 2020. Je vais dire que moi, j'aimerais bien avoir l'éditrice donc de la littérature étrangère chez Robert Laffont, donc qui fait Ken Follett, etc. Comme éditrice, donc Claire Docero, parce que j'ai eu un feeling incroyable avec elle. Voilà, je vais parler de 2-3 points comme ça plus sur l'humain, et en fait, je vais laisser de côté les questions financières, parce que je ne sais pas, je me dis que je choisis juste, aussi, comme ils savent qu'ils sont, oui, maisons d'édition sur le coup, j'imagine qu'ils vont me faire une offre valable. Et donc, voilà, il est vraiment question d'humanité, et je rencontre une partie de l'équipe, et j'ai vraiment un coup de cœur. Et je quitte Claire Docero pour aller à d'autres rendez-vous. Et à ce moment-là, je sais précisément en fait que c'est eux que je vais choisir, mais je ne vais pas leur dire parce que je trouve que c'est bien d'avoir vu tout le monde, et que je ne sais pas, je me dis que d'abord je vais attendre l'évolution de la journée. Et alors je me rappelle de faire avec elle un selfie dans le hall du groupe Editis, et alors qu'ils venaient juste d'emménager dans des nouveaux bureaux. Et là, j'ai ce truc incroyable qui se passe. Je fais ce selfie, je me retourne vers Claire, et derrière, un gigantesque écran lumineux, apparaît les mots « Bienvenue dans ta maison ». Ah, c'est fou. Oh, j'en ai les larmes aux yeux là, rien qu'à te le raconter. Ah oui, c'était fort. Moi qui m'étais tellement posé de questions, etc., aussi, qui m'étais tellement dit est-ce que c'est bien de changer de maison d'édition, etc. Enfin voilà. Là, j'ai comme ça toutes ces bonnes vibes, comme quand on tombe amoureux de l'homme de sa vie, quoi. Vraiment, cette même grande évidence, quoi. Ouais. Et donc, je m'en vais vers ces autres rendez-vous. Et là, je rencontre des gens aussi exceptionnels. Mais voilà, moi, mon choix est fait. Mon coup de cœur est là. Et je suis quelqu'un de profondément entier. Donc pour moi, c'est une fois que je choisis quelqu'un, voilà, c'est comme ça. Je choisis la personne. Et alors, dans les autres rendez-vous, vraiment, on me montre l'enthousiasme pour mon livre, etc. Mais j'explique tout de suite que pour moi, le choix est déjà fait. Et donc voilà, et que ça sera Robert Laffont. Et alors, mais alors que j'ai même pas encore reçu d'offre de leur part, d'offres concrètes, mais je sais que c'est ça. Tu n'as même pas parlé d'argent, mais tu dis oui, c'est ça. Ouais. Je sais qu'ils vont être justes, j'ai confiance, quoi. Je suis dans une absolue confiance. Et le soir même, en fait, Claire Docero m'appelle et elle me dit voilà, en fait, donc ce qu'il faut dire, c'est que c'est une grande bosseuse. Et donc, elle avait déjà pour la réunion du matin bossé, obtenu négocié avec pour les droits poche de mon 3e, de mon 4e, de mon 5e. Elle s'était déjà décarcassée pour avoir des préaccords comme ça, alors qu'elle n'avait pas encore les droits de quoi que ce soit. Et alors, elle m'appelle le soir et elle me dit voilà, en fait, voilà ce qu'on a prévu pour toi. En fait, on aimerait vraiment t'accueillir chez Robert Laffont d'une bonne manière. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait te faire telle offre, qui est vraiment une très belle offre, avec un très beau, ce qu'on appelle avaloir. Ouais. L'avaloir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est si tu peux juste dire un petit mot, parce que moi j'ai découvert ce mot il y a 2 semaines, donc. Oui, alors l'avaloir, en fait, c'est l'avance qu'un écrivain a payée avant donc que son livre soit publié, donc à la signature du contrat, souvent en moitié-moitié à la signature du contrat, puis à la remise du texte. C'est une sorte de... Voilà, c'est un montant qu'on pourra garder, même si le livre fait un flop complet. Donc, c'est à la fois une façon de soutenir l'écrivain, mais aussi une façon de s'engager donc à faire une belle promotion, puisque une fois qu'on a payé l'écrivain, il faut derrière que les choses fonctionnent. Et donc, c'est vraiment montrer la valeur que représente aussi pour soi le livre. Ici, en l'occurrence, c'était un beau montant. Mais ce qui était très beau, je trouvais, ce qui m'a profondément touchée, c'est que Claire m'a dit voilà, et en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est directement te proposer un contrat pour le 5e roman, donc pour lequel ils n'avaient pas lu une seule ligne, ils ne savaient même pas de quoi ça parlait. On va donc te proposer le même contrat avec le même avaloir, et donc ça te permettra de toucher un certain montant qui te permettra d'écrire en étant payé pendant X mois, années. Et donc ils m'ont directement signé complètement à l'aveugle ce 5e roman.
que j'étais en train d'écrire. Et ils m'ont rien demandé là-dessus. Ils m'ont fait absolument confiance. Et donc, je trouve que c'est beau, quoi. Ouais, C'est c'est vraiment dire, extraordinaire. tu es profondément bienvenue dans notre maison. On te fait tellement confiance que voilà. Et voilà. Et donc, là, les mois se sont écoulés. Et donc, le confinement a fait que que c'était plus possible de faire le coaching. Ouais. Parce que la plupart des personnes que je suivais étaient des femmes avec enfants et qu'on sait ce que ça a été le challenge de devoir mener tout de front et que donc il n'y avait plus de place trop pour le développement personnel et que de mon côté, j'ai dû choisir aussi parce que j'avais, avec 3 enfants à la maison, je ne pouvais pas à la fois coacher et écrire. Sachant que ton rythme de travail, c'était 4 jours par semaine de l'écriture et 1 jour par semaine du coaching. Oui, le coaching était plutôt en fin de journée et l'écriture pendant la journée. D'accord. Enfin, j'adaptais un peu en fonction. Et donc, voilà, j'ai toute ma clientèle qui a disparu en l'espace d'une semaine. Ouais. Et donc, je me suis dit, je me suis plongée dans l'écriture. Je me suis dit, voilà. Et aussi, en fait, toute la journée, j'étais avec les enfants. Donc, c'était un moment de vie qui était plutôt orienté famille et être présent à ses enfants et se dire que voilà, c'est le cadeau de ces mois-là. Et après, à la sortie du confinement, la clientèle est peu revenue. Et en fait, je me suis dit qu'en fait, ce qui était juste, c'était peut-être de devenir écrivain à temps plein. Donc, ça a été pour moi une sorte de tremplin. Et en fait, avec maintenant la promotion faite par Robert Laffont en Belgique et en France. Donc, cette semaine, j'imagine que ton podcast sera diffusé après, mais donc on est la semaine du 5 octobre, qui est la sortie nationale du 8 octobre, pardon, qui est la sortie nationale en Belgique. Et après, la semaine prochaine, ça sera le 15 octobre, la sortie nationale en France, au Canada, dans tous les pays francophones. Et c'est une vraie grosse promotion. Et donc, c'est pendant plusieurs semaines, il faut de l'énergie, il faut être concentré là-dessus. C'est un marathon, quoi. Tu vas avoir un beau marathon et la tournée des librairies qui t'attend là, et des journalistes. Oui, c'est surtout beaucoup de presse, radio, télé. Et alors, oui, un petit peu aussi dans les librairies. C'est pas les salons du livre. Mais c'est évidemment, il y a aussi beaucoup de choses qui sont annulées ou pas mises en place à cause du Covid. Donc, il y a un gros voyage presse qu'on vient d'annuler où les journalistes belges et français allaient dormir à l'abbaye de Valois. Et voilà, ça a été annulé la semaine passée. Mais il y a d'autres cadeaux. Justement, c'était rigolo parce que quand je pense aux reconversions professionnelles, moi, je me dis que toute la vie, on apprend, toute la vie, on peut aller vers d'autres métiers. Là, la semaine passée, j'ai été contactée par une réalisatrice brillante de films qui marche très bien et qui a eu vraiment un gigantesque coup de cœur pour Mademoiselle Papillon. Génial. Donc, on a beaucoup parlé de ça, de la possibilité de l'adapter en film. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais donc... Ça ouvre des perspectives de dingue. Ouais, voilà, aussi au niveau visuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon oncle a été cinéaste, était un cinéaste reconnu internationalement, réalisateur, et que malheureusement, il a eu des prix internationaux, mais il est décédé dans un incendie de cinéma. C'est un truc absolument tragique. Et donc, il y a cette histoire-là aussi dans la famille. C'était l'autre artiste de la famille. On est les deux seuls, je crois. Et donc, voilà, je pense que toute la vie, on apprend et je n'exclus pas apprendre d'autres métiers et qui soient toujours dans l'esprit de raconter une histoire importante. Ta petite voix à toi, c'est de raconter des histoires. J'aime beaucoup ça, en tout cas, en ce moment. Mais je sais que toute la vie, on évolue, toute la vie, on change, on s'expérimente et je pense qu'on se rapproche à chaque fois, si on s'écoute, on se rapproche à chaque fois plus de soi, de qui on est profondément. On est plus honnête avec soi-même, on ose plus voir que, par exemple, moi, je crois que je suis un peu une introvertie, en fait. Et que donc, c'est chouette le métier silencieux d'écrivain, où je suis dans le silence de ma maison et je suis juste avec moi-même et cette petite voix qui me raconte des histoires. Mais je crois que tout le monde m'a toujours vue comme une grande extravertie. Et en fait, je pense que je suis beaucoup plus introvertie. J'ai besoin beaucoup plus de calme que ce que je pensais. Et donc, je pense que c'est comme éplucher un oignon, quoi, pour arriver au centre. Toute notre vie, on chemine et toute notre vie, on essaye d'aller à notre rencontre. Et donc, c'est logique qu'on
soit on exerce un métier différemment, soit on change de métier pour aller plus vers ce qui sonne vraiment juste pour soi. Ouais. Et puis on verse quelques larmes en épluchant l'oignon aussi, et et dans ce cheminement aussi. Ah, ça, je sais pas. Moi, Non, je suis. Non, en fait, depuis que je suis avec l'homme de ma vie, je crois que j'ai très, très rarement pleuré. Enfin, le fait de vivre une belle histoire d'amour, d'être avec des enfants merveilleux, bah, je trouve que ça porte. Et dans les moments pas faciles, je vais stresser, voilà, ça va être dur, mais pleurer. non. Ah si, je pleure beaucoup en écoutant les témoignages super émouvants des infirmières. Là, je trouve ça tellement touchant, le parcours des autres. Ça, oui, je suis profondément émue, et je suis émue très souvent en parlant des belles choses de la vie, mais pleurer de tristesse, ça, c'est marrant, ça ne m'arrive plus. Et c'est pas du tout que je sois contre, hein, vraiment pas du tout. Non, Je trouve que c'est très important, mais ça ne vient plus, quoi. C'est comme si mes larmes n'étaient plus que des larmes de joie. Quand tu dis que ça ne vient plus, c'est que c'est arrivé? Dans le passé, que j'ai pleuré. Oui, dans ma vie, il m'est arrivé de pleurer, mais maintenant, j'ai l'impression que c'est plus que des larmes de joie. Super. Voilà, mais bon, ça doit certainement encore m'arriver, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fort présent. Alors que dans le métier d'avocate, en fin de journée, je devais certainement m'effondrer en pleurs en me disant, mais je suis vraiment pas faite pour ça, c'est horrible, ça ne me convient pas du tout. Voilà. Et donc, je pense, parce que les pleurs, tu vois, j'écrivais quelque chose sur les signaux qui font qui te montrent que tu n'es peut-être pas à ta place dans ta vie, donc potentiellement dans ton travail notamment. Et en fait, les pleurs, moi je sais qu'à un moment de ma vie, je pleurais presque, alors toutes les semaines, ça c'est sûr, genre le dimanche soir et tout. Et il y a un moment, tu te dis, mais est-ce que c'est normal de pleurer avant d'aller bosser? Enfin, tu dis, il y a un truc qui va pas. Et en fait, moi, je sais que j'ai eu l'occasion du coup d'en parler avec pas mal de personnes qui ont fait des burn-out, et en fait, tu te rends compte que j'étais pas la seule, et qu'il y a beaucoup de gens en fait, et que t'es tellement pris dans ta roue de hamster que tu te rends même plus compte que c'est pas normal en fait de pleurer avant d'aller bosser. Ouais. Oui, c'est possible d'avoir une vie où les larmes sont plus des larmes de joie que des larmes de tristesse. Ouais, c'est chouette. C'est un bel espoir. Moi, j'en suis sortie, j'espère vraiment définitivement, mais c'est vrai que c'est long, ce cheminement, pour pouvoir faire en sorte, en effet, que ces larmes de joie soient en effet que des larmes de bonheur. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que si je réfléchis à la dernière fois que j'ai pleuré pour de la tristesse, je sais pas, mais en effet, depuis, allez, on va dire 2-3 mois, à chaque fois, c'est que des larmes de bonheur ou d'émotions positives, et c'est vrai que c'est chouette, quoi. Ouais. Et aussi, en tant qu'hypersensible, moi je suis quelqu'un d'hypersensible, c'est chouette d'avoir trouvé un métier où je peux m'épanouir, et où mon hypersensibilité est une force. Et pas quelque chose. Avant, je devais essayer de maîtriser ça, renflouer les émotions, reflouer, pardon, bref, mettre mes émotions dans un petit truc, et j'étais toujours, mon Dieu, je suis trop émotive, etc. Alors que ici maintenant, ma grande émotivité me permet d'injecter ça dans mes romans, et d'essayer les gens me disent souvent qu'ils pleurent en lisant mes romans, parce que justement cette hypersensibilité a enfin son canal et sa raison d'être, quoi. En fait, c'est super intéressant, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que avant, tu ne pouvais pas être toi-même, en fait, parce que tu pourrais pas, et qu'aujourd'hui, tu es vraiment toi-même. Et tu vois, ça me fait penser, pendant le confinement, j'ai lancé un programme, en fait, pour aider les gens à se poser les bonnes questions. Et bon, le titre, c'était changer de vie en un mois. Et en fait, j'ai sollicité 15 personnes extraordinaires, qui étaient des coachs, des sophrologues, préparateurs mentaux, vraiment des gens très, très pointus, et qui ont fait, du coup, des exercices pour aider les personnes à cheminer. Et notamment, il y a Virginie Delalande, qui était avocate, qui était la première avocate sourde en France, et qui est aujourd'hui coach, qui est vraiment une femme exceptionnelle. Et en fait, Virginie, dans son exercice, c'était apprendre à savoir quelle est ma différence. Donc elle, typiquement, sa différence, c'est d'être sourde. Mais en fait, elle dit, voilà,
essayez de comprendre quelle est votre différence, qui potentiellement dans certains contextes va être une faiblesse, mais dans un autre, sera une force en fait. Ouais. Et tu vois, ce matin, j'écoutais la radio et alors, j'ai plus le nom de ce joueur de tennis. Il y avait Roland Garros et il y a un jeune Français là qui a percé, qui a battu vraiment des stars du tennis et le journaliste sur Europe 1 lui disait ce matin, mais en fait, vous mesurez, je crois, 1,73 m, ce qui est quand même pas beaucoup pour un joueur de tennis. Et il disait, bah voilà, moi, je sais très bien que je vais pas pouvoir marquer beaucoup d'ace dans un match, mais du coup, je me bats, je joue avec mes forces. Ouais. Et c'est vraiment savoir, te dire, j'ai des forces et comment je fais pour les transformer en atouts. Tu vois, Ouais. pareil, Thomas Samut, qui est un préparateur mental qui a préparé mentalement Florent Manodou. D'ailleurs, il continue, enfin, plein de très, très grands nageurs et autres sportifs. Et Thomas a écrit un bouquin qui est extraordinaire qui s'appelle Un cancre dans les étoiles, donc il y a un peu un guide de développement personnel et en fait il raconte en fait tous les coachings qu'il a menés avec ces gens et puis il raconte aussi sa vie parce qu'il n'était pas du tout prédestiné à avoir cette vie-là parce qu'il était différent et il raconte tous ces sportifs qui n'avaient pas les bonnes techniques à la base de nage et qui je crois que c'est Florent Manodou d'ailleurs qui a inventé une nouvelle nage en fait, enfin une nouvelle façon de nager le Ah crawl oui. je crois. Et c'est fou de se dire qu'en fait, on a tellement tendance à dire non, mais moi je suis trop petit, moi je suis trop grand, moi je suis trop gros, enfin, en tout cas dans le sport, ou moi j'ai ça, j'ai cette hypersensibilité, mais en fait, ça peut clairement être une force si on est aligné avec qui on est, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est hyper riche. Qu'est-ce Ouais. que tu penses que la petite Alia de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Je crois qu'elle serait extrêmement heureuse. Je crois que parce que j'ai créé cette famille qui est merveilleuse et pleine de douceur et d'amour et de joie et enfin voilà, tout est très fluide. Les enfants, enfin, mes 3 enfants de 4, 6 et 8 ans sont des enfants très chouettes, je trouve, Mm. euh, et m'apprennent beaucoup de choses et enfin voilà, il y a une chouette ambiance à la maison et j'ai un mari qui est capable d'amour inconditionnel. Moi, je trouve que c'est rare, les gens qui sont capables d'amour inconditionnel. Moi, je ne le suis pas d'ailleurs, j'ai l'impression. Je ne sais pas si je suis aussi capable que lui. Enfin, je trouve que de vivre avec lui m'apprend énormément de choses. Je trouve qu'il est son soutien absolu. Et je trouve ça gai d'avoir une atmosphère comme ça parce que la créativité, écrire des livres, ça dépend beaucoup d'un état mental, d'un équilibre, etc. Donc, Mhm. c'est capital d'avoir une sérénité, d'être heureuse dans la vie privée pour pouvoir vraiment aussi s'épanouir et se donner dans la vie professionnelle. Je trouve que c'est chouette d'avoir des deux côtés une vie qui est absolument, qui pour moi touche au rêve. Enfin voilà, c'est tout ce dont je rêvais. J'ai l'impression que je me souviens que pendant des années, j'écrivais le 31 décembre au soir mes rêves pour l'année suivante. Et chaque Ouais. fois, les rêves se matérialisaient. Et aujourd'hui, je ne le fais plus parce qu'en fait, tous mes rêves sont réalisés, quoi. J'ai plus, enfin, je veux dire, j'ai tous mes rêves qui sont là. Je vis mes rêves. Ouais. Et donc voilà, je crois que la petite fille de 6 ans, ça dirait oh, c'est merveilleux, well done, cocotte, t'as vraiment. Ouais, je crois elle serait heureuse. Génial. On dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. Du coup, c'est quoi tes renoncements à toi? Ah, j'ai l'impression, mais ça, je crois que c'est parce que je suis très dans le drive vers l'avenir, vers aller. Enfin, c'est pas quelque chose que je me force à faire, hein, c'est dans ma nature. Et ça peut aussi avoir ses inconvénients dans le sens où je suis pas tellement dans la célébration, je suis déjà dans le prochain projet, à être dans l'action, la joie de créer, etc. Mais alors, comme renoncement, moi, j'ai l'impression que je renonce à rien. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça était chaque fois que du positif. J'ai pas l'impression d'avoir sacrifié quoi que ce soit. Il y a peut-être Euh, peut-être les vacances à l'époque, mais c'est passé. C'était de telles vacances d'expérimenter un métier que j'aime. C'était tellement épanouissant que j'avoue, enfin, honnêtement, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir sacrifié quoi que ce soit. Maintenant, moi, je suis une grande rêveuse aussi, donc je suis plutôt assez optimiste. Donc peut-être que j'ai sacrifié plein de choses et qu'en fait, j'ai pas eu ce sentiment-là parce que, allez, quand on est dans la création, on est dans une telle vitalité. Je trouve que
on est plutôt tout le temps dans voilà, dans les moments difficiles, on est dans ce travail de résilience, et dans les moments chouettes, on est dans cet épanouissement. Donc, c'est toujours un peu tourné vers l'avenir. Peut-être que, voilà, je suis désolée. Non, il n'y a pas à être désolée. Il n'y a pas à être désolée. Mais c'est ça, c'est intéressant parce que de toute façon, dans cette question, il y a très souvent, si tu veux, on se rend compte que en fait, on oublie, et parce que la nature est bien faite. Moi, je pense souvent à l'accouchement où tu oublies, en fait, moi, la deuxième, j'ai accouché non, mais l'accouchement, sans j'oublie pas du tout. péridurale. Hein. Ah ouais. Non, mais j'accouche pas, j'oublie pas du tout. Ça fait très mal, c'est horrible. Donc, j'oublie pas les trucs qui sont pas très. Oui, oui. J'oublie pas la douleur, mais non, mais je crois que C'est tellement, le reste est tellement plus fort que du coup, c'est bien fait. je crois qu'il y a eu de tellement belles surprises dans ma vie que voilà, que ça prend toute la place. Ouais. C'est quoi pour toi là où les plus grandes difficultés que tu as eu à gérer du coup dans ces 10 dernières années, avec notamment ton changement de vie, enfin tes changements de vie du coup, on peut dire maintenant. Mais il y a eu un moment où j'ai pas tout de suite écouté mon intuition. En fait, j'avais une opportunité professionnelle énorme, mais mon corps m'a fait comprendre, enfin mon intuition profonde me disait que c'était non. Et j'ai pas tout de suite écouté ça, et j'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Et voilà, il m'a fallu quelques semaines pour comprendre ça, pour comprendre la place essentielle. Même quand une opportunité a l'air fabuleuse, si l'intuition dit non, elle sait mieux, et que c'est important de l'entendre. Et que moi, Alia, on fonctionne tous de manière différente, hein, mais que moi, en fait, je pourrais jamais faire fi de ça. Parce qu'en fait, mon corps se videra de lui-même, arrêtera de fonctionner si j'écoute pas ce qui est important pour moi. C'est vraiment absolument hallucinant, quoi. C'est pas comme si je pouvais dire, allez, non, on va quand même faire avec, on va faire ça, on va faire ce show-là, ça m'arrange pas. Mais moi, ça doit être des grands oui, et sinon, ça ne fonctionne pas pour moi. Et je l'ai vraiment expérimenté dans mon corps à l'extrême pour cet épisode-là. Et donc ça, je trouve que ça a été un moment où j'ai touché à la fois ma plus grande fragilité et ma plus grande force, parce que quand j'ai dépassé ce moment-là, quand je me suis rencontrée, c'est le yoga qui, entre autres, m'a permis de traverser cette épreuve. Cette épreuve m'a vraiment fait comprendre que, je dois écouter mon intuition, 2, le relationnel est tout dans la vie. Donc, je ne pourrais jamais faire des choix qui ne sont pas dans une fluidité relationnelle qui me convient. Ça ne marche pas. Ça doit être le oui du cœur, quoi, et pas le oui de cérébral. Ouais. Fonctionner autrement, sinon je m'écroule. Et c'est assez fort. Mon mari a été témoin de ça. Il n'a pas rigolé du tout. Et on a tous bien compris que que même si un choix a l'air bon stratégiquement, il faut que ça soit une réponse profonde dans mon cœur, que ça soit oui, que je le sente. Si je sens pas les choses, ça fonctionnera pas. Enfin, c'est pour moi. Ouais, je comprends. On est tous différents. Hein. Il y a des gens qui savent être plus. Moi, je suis trop dans la sensibilité, dans l'émotion et dans la connexion avec soi, que pour pouvoir faire fi de tout ça. Ouais, je partage, parce que apprenant de mieux en mieux à me connaître, je pense que on a ce point commun, et qu'il faut en effet accepter, et puis savoir dire non, Ouais. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, c'est d'être heureux, mais justement, la réussite, c'est 3 choses pour moi. C'est se connaître profondément en premier, puis s'accepter profondément en deuxième, puis choisir une vie qui correspond à tout ça en troisième. Et alors là, on a une vie réussie. Ouais. Est-ce que du coup, dans tes livres, dans tes romans, tu glisses une partie de développement personnel, ou c'est vraiment roman? Alors moi, je suis pas du tout, je déteste les coaching, etc. C'est pas du tout mon style. Je n'en lis pas, etc. Par contre, il est clair que donc dans les sujets importants de société que j'aborde, j'ai des personnages qui sont extrêmement résilients,
Et donc, je trouve qu'en écoutant l'histoire, aussi à travers les podcasts, comme toi tu les racontes, de personnes qui se découvrent, de personnes qui se rencontrent, qui font le choix d'aller vers eux et vers une vie puissante, etc., on apprend énormément. On n'a pas besoin d'avoir des principes de coaching, etc. Juste, je trouve que raconter une histoire, ça touche profondément, on se glisse dans la peau du personnage et on expérimente plein de choses à travers ce personnage. Et donc, que pour moi, les histoires sont formatrices par les connaissances qu'elles apportent, mais aussi par le vécu qu'elles apportent. Clairement. C'est quoi pour toi les plus grandes peurs que tu as eu à traverser? Je pense notamment quand tu t'es dit ok, j'ai fait X années d'études, j'arrête tout et je passe à une autre vie où finalement ces diplômes ne me servent à rien. Alors d'abord sur le papier. Sur le papier, ces diplômes servent énormément parce oui, que c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Dans mon métier d'écrivain, j'ai un programme comme à l'armée. Je suis extrêmement discipline et avancée, structure, etc. Et donc j'écris très vite parce que mes formations, je trouve universitaires, me servent à ce moment-là dans l'exploration et dans la structure et dans plein d'aspects. Et aussi dans la promotion, je pense, de prendre la parole tout le temps. Toutes mes formations et toutes mes vies précédentes me servent. Alors, mes plus grandes peurs, c'est marrant parce que en fait, j'ai toujours fait des choix suffisamment mûrs de façon à pas être dans la peur, mais dans l'excitation et la grande joie d'aller vers quelque chose qui a du sens. Donc, par exemple, quand j'ai quitté mon métier de juriste, j'étais pas dans la peur parce que j'avais mis l'argent qu'il fallait pour l'année. Donc, ça aurait pu être ma peur de manquer d'argent et voilà. Mais en fait, j'étais dans une telle passion et une telle joie d'aller vers plus quelque chose qui me ressemblait que j'étais plus absorbée par ça que par les peurs. Et j'avais assuré ma seule peur possible. Et donc, pour moi, en fait, je suis dans par moment une sorte de... Enfin, je suis un peu comme un enfant. Je suis dans une telle joie à l'idée d'aller vers un projet que je suis dans un déni complet que ça ne pourrait pas marcher. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va me dire « et si ça ne marche pas, etc. » Je suis fort dans « ça va marcher, ça va être génial, etc. » Alors, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais de nouveau, c'est un peu ma nature. Donc, peut-être que voilà, c'est pas quelque chose de voulu, c'est pas quelque chose. Je suis comme ça. Et alors peut-être c'est une forme de déni, mais je trouve que ce déni me sert bien parce que il vaut mieux se dire que les choses vont marcher. C'est quand même plus agréable à vivre. C'est sûr. quand on est dans des métiers aussi où c'est un peu l'inconnu, quoi. Là, mon roman va sortir dans quelques jours. Je suis dans une profonde sérénité. J'avoue que c'est en grande partie parce que mon roman parle d'un personnage qui a vécu cette dernière Mademoiselle Papillon, qui je trouve une femme absolument inspirante et exceptionnelle. Et donc, en fait, j'ai l'impression de défendre quelqu'un en qui je crois profondément. Et donc, ça rend les choses plus faciles. Mais je trouve ça gai d'être dans cette sorte de sérénité parce que ça me permet d'être plus dans la joie. Parce que je ne suis pas dans les peurs, etc. Et donc, d'être dans la joie de cette rencontre incroyable entre une histoire que j'ai adoré écrire plus que tout autre et mon lecteur, quoi. Voir comment il va vivre ça. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai déjà eu quelques retours libraires, presse et la réalisatrice de film. Donc, des retours très positifs. Très, et touchée, etc. Et donc voilà, je crois que je suis je n'ai pas l'opportunité d'être beaucoup dans la peur parce que j'ai construit quelque chose qui fait que la peur a moins de place ou la peur n'a pas beaucoup de place. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, et que ma dynamique forte orientée vers l'avant a l'avantage qu'on est moins dans la peur, même si ça a le désavantage d'être un peu moins dans la célébration parce que je ne vais pas m'attarder trop sur ah oui, il y a eu un coup de cœur pour le roman, pour machin, etc. Super, on travaille sur le 6e. Oui. En fait, t'es assez linéaire et c'est ce que disaient différentes personnes que j'ai interviewées, notamment je pense à Hortense Aran ou Marie Stoclet-Bardon, qui sont toutes les deux des femmes entrepreneuses et qui disaient que
dans l'entrepreneuriat, c'était d'être un encéphalogramme relativement plat et que si tu commençais à avoir des ups parce que tu as des célébrations, des choses exceptionnelles qui t'arrivent, si tu es dans l'émotion up, bah, quand tu vas avoir des coups durs, tu vas être dans l'émotion down. Et du coup, l'enjeu, c'est justement pour aller avancer parce que c'est quand même un marathon et pas un sprint, l'entrepreneuriat. C'est important en effet d'avoir un encéphalogramme le plus plat possible pour faire en sorte que tu puisses absorber absorber justement les bas en fait. Ah oui, c'est intéressant. Moi, à la fois, je suis pas, enfin, je trouve que je sais pas si je voudrais être comme ça parce Ouais, que je trouve que moi, justement, je dois apprendre à être plus dans la célébration de ce qui est d'accord. Ouais, et pas toujours dans l'effort du projet suivant parce ouais, que on peut avoir tendance à s'essouffler et pour moi, euh, enfin, s'il y a des moments down, je les trouve aussi assez riches parce que c'est des rappels à l'ordre. Je crois comme je suis fort justement orientée vers le futur, on y va, on avance, on va vers ses rêves. Je peux peut-être parfois avoir tendance à négliger peut-être une partie de moi-même et que justement des émotions plus sombres, de colère ou ouais, de peur ou de tristesse peuvent me ramener, m'obliger à me reconnecter, à prendre soin de moi, à ralentir, etc. Donc, ouais. moi, j'avoue que je suis plus dans l'intensité émotionnelle. Je trouve ça beau, l'intensité émotionnelle, c'est la vie. Mais voilà, moi, j'ai pas, je ne suis pas une entrepreneuse. Je ne suis pas, je n'ai pas écrit des livres sur l'entrepreneuriat, donc je ne sais Ouais, pas ce que cela coûte. Mais en tout cas, c'est en tout cas un cadeau que j'aimerais me faire, d'être plus dans la ouais. célébration et prendre le plaisir du travail accompli. Ouais. Voilà. Euh, De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? je crois de mon état intérieur, d'avoir, d'être, d'avoir le courage de me connecter, de manifester dans ma vie ce qui me correspond vraiment, d'avoir le courage de faire avec qui je suis, parce que je trouve que ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que j'ai appris à m'aimer, alors qu'à la base, c'était pas du tout gagné, vraiment pas du tout. Et que et donc c'est comme si je reconnaissais euh, la valeur que j'ai et ça je trouve que c'est notre chemin d'être humain quoi, de reconnaître notre valeur, de nous aimer tel qu'on est et j'ai l'impression que bah là j'ai 43 ans que je suis beaucoup plus sur ce chemin, que je me connais beaucoup mieux et c'est tellement chouette je trouve de d'apprendre à vivre avec soi et d'apprendre à, à pouvoir traverser, en fait, quelle que soit la météo intérieure, de pouvoir rester en lien avec soi et de pouvoir rester dans cette fluidité, quelles que soient les émotions, de savoir que la vie est faite de déceptions prises et que donc, voilà, d'être dans cette sorte de, je dirais, fluidité, quoi, Ouais, de cette confiance. Et ça, j'avais pas en grandissant. J'avais pas cet amour pour moi, j'avais pas cette confiance. J'avais cette part de rêve très importante, cette dimension du rêve, mais elle n'était pas aussi intégrée que qu'aujourd'hui. Et voilà, je trouve que c'est une grande chance d'avoir pu faire ce chemin, d'avoir rencontré les bonnes personnes ou lu les bons livres, écouté les bons podcasts et d'avoir appris à cheminer vers moi et de me rencontrer. Voilà. Le chemin n'est pas du tout terminé, il y a encore non. plein de choses à Mhm. découvrir, mais quelle joie d'avoir compris certaines choses que peut-être d'autres gens ont compris tout de suite, hein, mais voilà, pour être plus Ouais, après, tout le monde dit que dans c'est le la chemin joie. d'une vie, hein. C'est le chemin d'une vie, c'est en avance. Et après, ça va manger un peu la question d'après, mais pour moi, c'est aussi l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture de ton cœur qui fait aussi que tu as, enfin, que t'as, voilà, tu t'es dit, tiens, je vais faire un podcast, je vais lire des livres. Alors, oui, il y a la chance que ça soit les bons livres qui résonnent pour toi, mais c'est aussi, t'as des gens qui restent enfermés chez eux et qui disent, de toute façon, moi, ma vie, ça me plaît pas et il y a rien à faire. Tu avais quand même l'ouverture, ouais, pour créer tout ça. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir reçu beaucoup d'énergie vitale. Ouais, Et ça, je crois que ça m'a sauvée, quoi. Que tous les jours,
peu importe les souffrances du jour précédent, tous les jours est un jour nouveau. C'est pas quelque chose que je veux me dire, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité profonde. Ouais. Que voilà, même si c'est totalement la catastrophe, que c'est vraiment l'horreur ou que je suis dans une grande souffrance, à chaque fois, hop, me dire, avoir cette énergie qui fait que j'ai envie d'essayer de m'en sortir, quoi. Je parle plus pour le passé, là, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plus du tout la souffrance. Et je crois que ça m'a servi. Je me suis dit, cette dimension de rêve, je me suis dit que c'était possible, quoi. C'était possible d'avoir une belle vie. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui te croisent et qui te disent que là où tu en es aujourd'hui, c'est exclusivement lié à de la chance? Je crois que c'est en partie lié à de la chance, mais pas du tout exclusivement, je leur dirais. Mais ça me ferait rire, en fait, qu'ils disent ça. Mais je crois que personne n'oserait me dire ça, jamais. J'ai une certaine autorité naturelle, alors qu'en fait, franchement, j'ai pas, j'ai peur du conflit, etc. Donc, je sais pas, mais je crois que, je sais pas, mon faciès, on avait déjà analysé la structure de mon visage, etc., fait que j'ai une certaine autorité naturelle. Donc, je suis pas le genre de femme à qui, je crois, on va dire ça, par exemple, je répondais à un podcast sur la maternité l'autre jour et on me disait, voilà, est-ce que souvent on vous dit que vous ne faites pas bien, que votre pédagogie avec les enfants, elle va bien, etc. Et en fait, j'avais réalisé que personne ne m'avait jamais dit que ce que je faisais n'était pas bien avec mes enfants. Ouais. Et ça me faisait rire parce que, voilà, peut-être que, voilà, je ne donne pas d'ouverture à ça, mais je ne pense pas qu'on viendrait me faire ça, mais si on me disait ça, ça me ferait rire. Et je suis convaincue qu'il y a une partie de chance. Par exemple, ce prix des lecteurs club, je sais, voilà, ça c'est le coup de chance, le coup de chance dans une vie d'écrivain. Et on en a bien besoin dans une vie d'écrivain parce que c'est un métier qui est exigeant. Quel conseil tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Je pense que ce qui m'a énormément servi, c'est d'accepter chaque phase de la vie et les phases les plus difficiles en me disant « et si c'était exactement ce que je devais vivre aujourd'hui ?» Parce qu'en fait, ça permet de traverser presque tout et de regarder en fait l'expérience de vie d'une façon radicalement différente. Parce que si on se dit que ce qui nous paraît douloureux ou injuste, c'est peut-être ce qu'on a exactement besoin de vivre aujourd'hui. C'est peut-être pas la réalité, hein, c'est peut-être pas ce qu'on a besoin de vivre à ce moment-là, mais si on a cette approche-là, ce regard-là, qui nous oblige à nous poser la question « qu'est-ce que moi j'ai comme cadeau dans cette situation toute pourrie ?» ça nous redonne en fait la maîtrise d'une vie alors qu'on se sent complètement impuissant, qu'on se sent dans une souffrance, etc. Ça nous redonne un pouvoir et avec ce pouvoir-là, on peut construire quelque chose. Ouais, la notion du cadeau mal emballé dans une situation difficile. Ouais. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, en fait, je vois pas ça vraiment comme des défis. Là, en fait, mon 5e roman est écrit, donc et il a été lu par mon éditrice qui a adoré, donc ça c'est super chouette. Et ça normalement publié en 2021. Là, je suis dans l'écriture du 6e roman, mais je vois pas ça vraiment en fait comme un défi. Je crois que voilà, tous les jours, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même mais je ne vois plus les choses vraiment comme un défi. Par contre des points où j'aimerais m'améliorer. J'aimerais savoir plus m'asseoir, savoir plus me reposer, toutes des petites choses comme ça à 43 ans qui deviennent nécessaires. J'ai été une nana en pleine action toute sa vie. Sinon, mon corps, à un moment, on va dire, mais zut, quoi. Donc voilà, savoir, être pas... Je crois que mon mari et moi, en tant que bon couple d'indépendants, on a été dominés par les projets et on a beaucoup travaillé et que c'est maintenant important aussi de profiter de la vie, de profiter de nos beaux enfants, d'être encore plus là-dedans, quoi. Ça va être, je dirais pas mon défi mais mon prolongement, mon chemin de vie. Ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Merci à mon mari, évidemment. Ouais, quel homme. Franchement, quel homme. Je crois qu'il m'a permis de naître à moi-même et de me rencontrer. Il est vraiment un époux merveilleux. Je trouve que
il est vraiment la chance dans notre couple. Un grand merci Alia. Et puis du coup, je te souhaite plein de bonheur pour cette sortie de Mademoiselle Papillon. Merci Charlotte. Et puis de toute façon, on se tient au courant. Génial. Merci beaucoup Charlotte. Merci de m'avoir écoutée. Avec plaisir. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer. Promis, je vous tiendrai au courant du résultat du Paris Podcast Festival. Pour avoir l'info, je vous invite à me suivre sur LinkedIn ou sur Instagram. Jeudi prochain, nous allons avoir le plaisir d'écouter un homme, un vrai entrepreneur comme on les aime. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.